Alors, bonjour à tous. Je me présente, Denise Soucy, directrice générale à l'APSAM. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à ce troisième webinaire de notre série portant sur la santé psychologique en temps de pandémie. Comme gestionnaire, il est bien documenté que nos actions peuvent faire une réelle différence sur la santé psychologique des employés, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. L'événement de ce matin vous permettra d'y voir plus clair et proposera des pistes d'action concrètes pour améliorer le bien-être de vos équipes. Pour que ces pratiques favorables puissent être implantées, l'importance de votre santé psychologique sera aussi abordée. Avant de débuter, voici quelques consignes. En raison du nombre élevé de participants, nous sommes actuellement 670, vous n'avez pas accès au micro. Vous pouvez cependant formuler des questions dans la section questions et réponses à la droite de votre écran. Nous n'y répondrons pas directement à cet endroit. Deux conseillères en prévention de l'APSAM, Annie-Claude Larivière et Christine Lamarche, vont les lire et en choisir quelques-unes que nous poserons à nos conférencières lors de la période de questions. Ce webinaire est enregistré et il sera rendu disponible à une date ultérieure sur notre site web. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Audrey-Anne Allaire et Mélissa Martin. Audrey-Anne est conseillère en prévention à l'APSAM depuis 2019. Elle est membre du Barreau du Québec et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, profil gestion de la santé et de la sécurité du travail. Le dossier de la santé psychologique au travail est un de ceux dans lesquels elle est activement impliquée. Mélissa Martin, quant à elle, est psychologue depuis 2007. Elle est spécialisée dans le traitement du stress post-traumatique. Elle offre des ateliers de sensibilisation aux événements traumatiques en milieu de travail et du soutien psychologique auprès des employés des services d'urgence. Elle collabore avec l'APSAM dans différents dossiers traitant de santé psychologique. Je leur cède maintenant la parole et je nous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci Denise, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. La pandémie, on le sait, a amené au cours des derniers mois son lot de changements et le milieu du travail n'a pas été épargné pour autant. Certains de ces changements ont été positifs si on veut faire un peu de résilience ce matin, alors que d'autres l'ont été un peu moins. Ce webinaire permettra d'expliquer le rôle du travail sur la santé psychologique, de présenter certains facteurs psychosociaux du travail et les impacts de la pandémie sur ceux-ci, de donner des exemples de pratiques favorables au bien-être de vos équipes et de vous outiller pour intervenir auprès d'un employé qui semble moins bien aller. L'importance de la santé psychologique des gestionnaires sera aussi abordée. Lors du second webinaire de cette série, on s'est davantage concentré sur les stratégies qu'un individu peut mettre en place pour son bien-être. Aujourd'hui, je vais davantage me concentrer sur ce que l'organisation et les gestionnaires peuvent faire pour favoriser la santé psychologique. Quand on parle de santé psychologique, là, en fait, on réfère à un état de bien-être qui permet de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, donc nos petits irritants, et d'être productif dans notre travail. C'est important de garder en tête que la santé psychologique, en fait, c'est influencé par différentes sphères de nos vies. L'une de ces composantes est notre environnement social, donc nos amis, notre famille, la communauté. C'est un secteur de notre vie qui actuellement est particulièrement affecté. Une autre de ces composantes réfère aux caractéristiques individuelles, donc notre personnalité, notre santé physique, nos histoires personnelles. Par exemple, au début de la pandémie, on ne partait pas tous de la même place. Certaines personnes étaient plus épuisées, notamment parce qu'elles vivaient une séparation ou un deuil. Il faut donc retenir que face à une même situation, deux personnes peuvent avoir des réactions différentes, notamment en raison de leurs caractéristiques personnelles. Une troisième composante est le travail. Vous voyez donc que la santé psychologique, c'est multifactoriel. Les composantes que je viens de vous présenter peuvent se retrouver d'un côté ou l'autre de la balance que vous voyez à l'écran, soit en termes de stresseurs ou de ressources. Il faut donc chercher deux choses, c'est-à-dire à diminuer nos stresseurs et à augmenter nos ressources, et ce pour les trois composantes que je viens de vous présenter. La pandémie a eu pour effet de rajouter pour certains du poids du côté des stresseurs. Et si les ressources pour y faire face ne sont pas suffisantes, c'est à ce moment-là qu'une personne est susceptible de développer des problèmes de santé psychologique. Donc, ce matin, je vais me concentrer et je vais vous présenter les composantes là, sur le travail qui peuvent influencer tant positivement ou négativement là, la santé psychologique. Concrètement, c'est ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux du travail.
Il peut s'agir soit de facteurs de risque ou de facteurs de protection et ils sont interreliés. Quand on parle de facteurs de risque, en fait, on appelle ça les risques psychosociaux du travail ou RPS. Parmi les RPS qui sont bien documentés en littérature, on va retrouver la surcharge de travail, la faible autonomie décisionnelle, le manque de reconnaissance, le faible soutien social du supérieur ou des collègues. On va retrouver aussi les rapports sociaux difficiles et le manque de communication et d'information. Donc, quand ces RPS sont présents dans un milieu de travail, ils vont rajouter du poids du côté de nos stresseurs. En contrepartie, vous aurez compris que si ces facteurs sont positifs, à ce moment-là, ils vont être protecteurs pour la santé psychologique. Donc, pour avoir un milieu de travail sain, on va viser à éliminer nos stresseurs, donc nos facteurs de risque, et à renforcer nos facteurs de protection. La pandémie a eu pour effet de venir moduler ces RPS qui pouvaient déjà ou non être présents dans vos milieux de travail. Ce matin, je vais vous présenter quelques exemples d'impact un peu plus négatifs sur ces facteurs de risque. Mais je vais également vous présenter des bonnes pratiques, des pratiques favorables en lien avec ces facteurs de risque, parce que c'est important en fait de chercher à les éliminer ou si ce n'est pas possible, à les réduire au maximum. Question justement de venir alléger le poids des stresseurs de notre balance. Le premier facteur que je vais voir avec vous, c'est celui de la charge de travail. La charge de travail, contrairement à la pensée populaire, ce n'est pas uniquement la quantité de travail à accomplir. C'est un concept qui est plus complexe, qui va être influencé par différentes variables, dont les exigences intellectuelles et émotionnelles du travail, comme le fait d'être en contact avec une clientèle en détresse et les demandes informelles. Pour ce matin, en fait, je vous invite à retenir là, que la charge de travail, finalement, c'est plus que ce qui est demandé de faire sur papier. La COVID a eu des impacts dans les organisations sur la charge de travail. Certaines ont dû élaborer ou revoir des procédures, que ce soit pour la gestion des cas et contacts, le nettoyage et la désinfection. Dans bien des cas, ces tâches se sont ajoutées à une charge de travail qui était déjà élevée. D'autres services ont vu les demandes être augmentées. On peut penser aux demandes de permis de construction qui sont plus élevées en ce moment avec le marché actuel. D'autres équipes ont dû composer avec un manque de personnel en raison des isolements préventifs. Le manque d'outils nécessaires au travail, à la formation, et la formation par rapport à ces outils aussi, peut être une autre conséquence de la COVID. Pensons aux gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés en télétravail, qui n'avaient pas nécessairement les outils nécessaires ou qui n'avaient pas les connaissances finalement pour les utiliser pleinement. Également, la pandémie a amené chez certaines personnes un état de vigilance constant par la crainte d'attraper ou le virus ou de le transmettre. Et cet état de vigilance-là augmente la charge cognitive, donc intellectuelle au travail, tout comme le fait d'être en contact avec une clientèle en détresse ou plus irritable qui va augmenter la charge émotionnelle. À tous ces impacts, certaines personnes ont dû aussi rajouter les enjeux de conciliation travail-vie personnelle. Comme gestionnaire, vous pouvez mettre en place différentes pratiques qui vont venir amoindrir ces impacts. D'une part, comme je le disais, étant donné que la crainte d'attraper le virus augmente la charge de travail, c'est important de mettre en place les mesures de prévention, mais également de les communiquer. Vous devriez aussi revoir vos priorités si nécessaire là, en prenant en compte le contexte actuel. Donc, de cibler ce que j'appelle les priorités prioritaires et au besoin de reporter certaines tâches. Le partage des tâches, c'est également un bon moyen là, pour réguler la charge de vos équipes de travail. Comment y arriver? Ça peut être notamment en développant la polyvalence des travailleurs et en faisant du jumelage. Une autre bonne pratique est de mettre en place des moyens pour connaître la charge réelle des travailleurs et de la réajuster. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas uniquement la charge qui est prévue sur papier. En termes de moyens, on peut penser à tenir des rencontres d'équipe, mais également des rencontres individuelles. Le fait d'offrir les outils nécessaires et de former le personnel à leur utilisation est également une autre bonne pratique. Et quand vous introduisez des nouveaux outils, c'est important de prendre en compte le temps d'apprentissage dans la charge de travail parce que souvent, ça vient se rajouter à la charge qui est déjà existante. Si certains d'entre vous aussi ont des employés qui doivent transiger avec une clientèle qui est plus difficile, soit en détresse ou irritable, c'est important de leur donner les outils nécessaires, l'information et la formation.
Et également, si vous êtes au fait que des employés ont des préoccupations liées à la conciliation travail-vie personnelle, évidemment, soyez à l'écoute, mais prenez action aussi pour les aider dans ces enjeux. Le deuxième facteur que je vais vous présenter est celui de l'autonomie décisionnelle. En fait, ça renvoie à la possibilité d'exercer un certain contrôle sur son travail et de participer aux décisions qui s'y rattachent, ainsi qu'à la possibilité d'utiliser ses propres habiletés et d'en développer de nouvelles. La COVID-19 a amené pour plusieurs, a augmenté en fait pour plusieurs la difficulté finalement de participer aux décisions, étant donné qu'ils étaient éloignés du lieu physique où ces décisions étaient prises. Le travail à distance est également traduit par une modification des pratiques de gestion et dans certains cas, ça a pu se traduire par un contrôle accru sur le travail à réaliser, étant donné que certains gestionnaires étaient moins à l'aise d'avoir leur équipe à distance. La COVID aussi a amené une diminution des possibilités d'utiliser ces habiletés, mais surtout d'en développer de nouvelles. On le sait, il y a plusieurs événements de formation en présentiel qui ont dû être annulés. Et ça a également eu pour effet de diminuer les occasions de faire preuve de créativité ou de prendre des initiatives. On peut par exemple penser au secteur des loisirs où plusieurs projets ont dû être mis de côté étant donné qu'ils ne cadraient pas avec les règles sanitaires. Donc, afin de favoriser l'autonomie dans vos équipes de travail, c'est important d'éviter la microgestion. Donc, d'abord, déjà, si vos employés sont en télétravail, faites-leur savoir que vous leur faites confiance finalement, même s'ils sont à distance. Également, fixer et communiquer des objectifs et des attentes claires sur le travail à faire. Une fois que ces objectifs-là sont fixés, par contre, c'est important, laisser de la flexibilité dans la manière de les atteindre. Ça peut être de laisser de la marge de manœuvre dans le choix des méthodes, dans le choix des outils qui vont être utilisés par les employés. Également, je vous invite à consulter les employés quand vous prenez des décisions qui concernent leur travail et à les impliquer dans la recherche de solutions. Par exemple, vous pourriez mettre sur pied un comité de travail pour résoudre une problématique particulière. Le fait de stimuler les initiatives est également une pratique qui va favoriser l'autonomie décisionnelle. À l'APSAM, on a été au courant que plusieurs clients ont mis des initiatives très intéressantes pour le respect des mesures COVID. Également, je vous invite à instaurer des pratiques qui vont être favorables au développement des compétences des membres de vos équipes. Oui, l'offre est peut-être plus limitée pour la formation en présentiel, mais dites-vous qu'il existe toujours la formation à distance, le mentorat, le parrainage, ainsi que le co-développement. Donc, le troisième facteur que je vois avec vous, peut-être un peu plus tangible, est celui de la reconnaissance. En fait, la reconnaissance, ça concerne les différentes manières de reconnaître les efforts et les réalisations. La reconnaissance, c'est important, ça ne doit pas uniquement porter sur les résultats. Donc, si je prends l'exemple du webinaire, c'est moi qui est là à l'écran ce matin pour livrer le contenu. C'est vraiment la pointe de l'iceberg parce qu'on ne voit pas tous les efforts qui ont été faits par mes collègues finalement pour mener à terme cet événement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de reconnaître le processus, la réalisation du travail au complet. Dans le contexte de la COVID, certains efforts qui ont été déployés, que ce soit pour la mise en place des mesures sanitaires, l'adaptation au travail, n'ont pas été toujours reconnus à leur juste valeur. On le sait que ce n'est pas tout le monde qui a la même perception de la pandémie et du risque. Également, la COVID-19 est venue, dans certains cas, diminuer les occasions d'offrir de la reconnaissance, que ce soit par l'annulation de rencontres d'équipe ou par le fait que les rencontres d'équipe, finalement, étaient de plus courte durée. Une autre conséquence possible de la COVID sur la reconnaissance, c'est une perception accrue d'inéquité ou de favoritisme. Pensons à l'accès au télétravail ou à des mesures d'accommodement des horaires qui ne s'appliquaient pas à tous. Certaines personnes ont également pu sentir un plus grand sentiment finalement par rapport à une insécurité, je dirais, par rapport au maintien de leur emploi, au maintien des conditions de travail. On peut penser à des employés municipaux qui ont vu leur horaire de travail être modifié, étant donné que les plages horaires pour les services sont également modifiées, que ce soit en bibliothèque, pour les arénas, les patinoires extérieures aussi actuellement.
Donc, encore une fois, afin de venir amoindrir là, ces impacts-là, c'est important de souligner les efforts déployés. Comme je le disais, ça peut être dans l'application des mesures, dans l'adaptation au travail. Quelqu'un nous partageait avoir écrit une lettre là, qui reprend les bons coups de son équipe durant la crise et l'avoir partagée là, publiquement. Donc, ça, c'est un exemple de reconnaissance. Comme gestionnaire aussi, vous devriez chercher à offrir du feedback positif, de la rétroaction. Comme je le disais, c'est important de s'intéresser à ce que les gens font dans le cadre de leur travail et non uniquement aux réalisations. Puis, je vous dirais, au-delà de s'intéresser aux travailleurs, il faut s'intéresser à la personne derrière le travailleur, donc à l'humain. Par exemple, en vous informant là, du vécu personnel des membres de votre équipe là, en lien avec la pandémie. Vous pourriez également penser à adoucir le quotidien par des gestes de douceur, des petites attentions. Un gestionnaire nous partageait avoir organisé un 5 à 7 virtuel, puis avoir envoyé là, une boîte cadeau surprise là, à ses employés par la poste, question d'agrémenter l'événement. Le fait de fournir les équipements, la formation et les ressources nécessaires est également un autre bon moyen de reconnaître les membres de vos équipes. Ce que je souhaite que vous reteniez par rapport à la reconnaissance aussi, c'est que mieux vaut faire de la reconnaissance souvent au quotidien et valoriser les efforts consentis. En gros, pas besoin de sortir les trompettes et la fanfare à chaque fois que vous souhaitez reconnaître. Le quatrième facteur que je vais voir avec vous est le dernier, puis je pourrais même dire et non le moindre, est celui du soutien social. En fait, comme on l'a vu lors du deuxième webinaire, le soutien social, c'est un facteur de protection qui est extrêmement important à la santé psychologique. En milieu de travail, il peut provenir du supérieur immédiat, mais aussi des collègues. Ce matin, on va regarder davantage le soutien du supérieur immédiat, mais sachez que comme gestionnaire, vous avez aussi un rôle à jouer pour favoriser le soutien entre collègues, notamment en valorisant le travail d'équipe. Le soutien du supérieur immédiat peut prendre 3 formes, soit un soutien qui est plus axé sur la tâche, donc le fait de fournir les outils, les ressources. Ça peut être également le fait de transmettre des informations, des conseils qui permettent la réalisation du travail. Et il y a le soutien émotionnel, peut-être celui auquel on pense plus naturellement, là, qui est le fait d'être à l'écoute, de faire preuve de respect, de témoigner sa confiance. Comme je le disais, la sphère sociale a été grandement impactée par la COVID. En milieu de travail, on a pu voir pour certains gestionnaires une diminution de leur temps de disponibilité parce que leur propre charge de travail a augmenté. Comme on a pu voir aussi une diminution des temps d'échange et de partage avec les équipes. Certaines réunions, comme je le disais, ont dû être annulées. Mais également, on a vu une diminution des moments informels de socialisation. On l'entend beaucoup, les gens s'ennuient autant en présentiel qu'en virtuel. Là, et c'est mon cas aussi, là, des fameuses conversations de corridor, là, donc autour de la machine à café aussi. On le sait, la pandémie a également augmenté l'irritabilité chez la population, ce qui a pu avoir pour effet d'augmenter les tensions, les conflits, les marques d'incivilité. Et s'ils ne sont pas gérés aussi adéquatement en milieu de travail, ça peut devenir une source de harcèlement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe vraiment différentes manières de soutenir vos équipes. D'abord, c'est important d'instaurer des modalités de communication, comme le fait de tenir des rencontres d'équipe. Nous, à l'APSAM, on a gardé nos rencontres d'équipe. Ça nous permet d'avoir une communication bidirectionnelle, ce qui est extrêmement important. Également, comme gestionnaire, vous devez, là, puis c'est peut-être mon highlight des pratiques de soutien social, mais être présent, être à l'écoute finalement là, aussi des membres de votre équipe et être disponible. Vous avez également, puis par rapport à ça, en fait, je voulais partager une bonne pratique. Quand vous avez un horaire surchargé, je sais que ce n'est pas facile toujours d'être présent, mais si vous pouviez vous prévoir une plage horaire dans la semaine et savoir que vous êtes disponible finalement, là, exemple, le mercredi de 8h à 10h, bien à ce moment-là, en communiquant cette plage-là horaire, les travailleurs vont savoir qu'ils peuvent vous solliciter. Également, c'est important de mettre en place des bonnes pratiques pour permettre la socialisation informelle, comme le fait de prévoir du temps finalement en début de rencontre pour parler de tout et de rien et d'intervenir rapidement là, quand il y a une situation conflictuelle qui vous est rapportée ou si vous en constatez une.
Enfin, d'un point de vue un peu plus opérationnel, vous devriez là, mettre en place toutes les mesures pour aider là, finalement vos employés à surmonter les obstacles rencontrés dans le cadre de la réalisation du travail. Et également, si vous avez des employés qui transigent avec une clientèle plus difficile, c'est important de les soutenir par rapport à cet aspect de leur travail. Donc, à l'APSAM, on a développé une fiche de rencontre SST afin d'outiller les gestionnaires qui souhaitent aborder le sujet de la santé psychologique en temps de pandémie avec leur équipe. Le lien, en fait, vers cette fiche, là, va vous être transmis directement dans le question-réponse. Je vous ai présenté plusieurs pratiques. Je sais que ça en fait beaucoup. C'est important que vous mettiez en place des pratiques qui sont adaptées aussi en fonction des besoins de vos équipes. Lors du deuxième webinaire, on vous avait sollicité là, pour savoir, en fait, connaître là, des initiatives qui avaient été mises dans vos milieux afin de favoriser, le bien-être de vos équipes. On a reçu beaucoup de bonnes pratiques, d'initiatives. Honnêtement, on a été impressionnés. On a dû faire un choix pour vous en présenter quelques-unes, question de temps. Mais sachez qu'on vous invite là, à les poursuivre et à continuer d'en implanter. Donc, un gestionnaire nous rapportait là, faire des pauses café virtuelles pour parler d'autre chose que du travail et de la COVID, pour prendre des nouvelles, garder le contact. Donc, c'est important, là, on le voit, là, quand je disais de voir l'humain derrière le travailleur, ça, c'est une excellente pratique. Un autre gestionnaire nous partageait faire une tournée de plancher quotidienne. Donc, quand je parlais d'être présent, d'être disponible, c'est sûr que si vous êtes visible, ça augmente là, le sentiment au niveau des travailleurs que vous êtes disponible pour eux. Et enfin, un travailleur nous disait ceci. Notre gestionnaire nous tient au courant de ce qui se passe au fur et à mesure. Et si on a un questionnement, il est à l'écoute, il offre son aide et cherche des solutions. Donc, on voit au travers de ce commentaire là, à quel point le soutien social du supérieur là, est important là, pour le bien-être des membres de son équipe. Je vais maintenant céder la parole à Mélissa qui va poursuivre avec la prochaine section. Oui, alors Audrey-Anne vous a indiqué à quel point le soutien social, c'est important pour la santé psychologique, notamment le soutien du gestionnaire. Et il y a plusieurs moyens qui vont vous permettre de témoigner de ce soutien à votre équipe. Puis un de ces moyens, on va voir, c'est d'être proactif lorsqu'un employé semble moins bien aller. L'APSAM a récemment publié la fiche santé psychologique au travail, reconnaître et agir. On va en regarder ensemble les grandes lignes et on va vous envoyer là, le lien dans le question-réponse. Sachez que la démarche qu'on vous présente peut aussi s'appliquer à un proche. Alors, comment reconnaître qu'un employé ne va pas bien? En fait, les changements dans ses comportements habituels et ses attitudes peuvent vous indiquer que cette personne ne va pas bien. Par exemple, vous pouvez remarquer qu'elle s'isole davantage, qu'elle est plus irritable, moins concentrée, qu'elle accumule les erreurs, les retards. Donc, ce sont tous des indicateurs qui peuvent être décelés même si la personne travaille à distance. Et comme gestionnaire, pour capter ces indices, vous devez donc être attentif et à l'écoute de vos employés. La première chose à faire pour aider un employé, ça va être donc d'être proactif. Vous pouvez approcher votre employé de façon individuelle, discrète, en lui demandant « j'aimerais te parler, est-ce que c'est le bon moment? » Et là, vous allez lui faire part de vos observations et de vos inquiétudes. Vous pourriez dire, par exemple, « j'ai remarqué ces derniers temps que tu t'isolais du groupe et ça m'inquiète. » Ensuite, restez disponible pour l'écouter. C'est important de rassurer l'employé par rapport à la confidentialité de votre échange. Et puis, vous pourriez lui demander de vous parler davantage de ce qui se passe. Et si la personne n'est pas ouverte à discuter avec vous, respectez son besoin, mais faites-lui savoir que vous restez disponible si elle veut revenir vous en parler à un autre moment. C'est possible que vous soyez désemparé si un employé pleure, par exemple. À ce moment-là, si ça arrive, accueillez ses émotions, démontrez-lui de l'empathie. Vous pourriez dire, par exemple, je vois que ça t'affecte beaucoup. L'idée, c'est d'être présent pour l'écouter. Ne cherchez pas à étouffer ses émotions, mais essayez plutôt d'accueillir les émotions exprimées. Une autre situation délicate, c'est lorsqu'on n'a pas les bons mots pour réconforter la personne.
par exemple, lors de la perte d'un être cher, bien, à ce moment-là, laissez la personne parler, écoutez-la, validez ce qu'elle vit en disant « je comprends que c'est difficile ce que tu vis ». Puis des fois, ça implique aussi de tolérer notre propre sentiment d'impuissance puisqu'on ne peut pas changer toute la situation. Ensuite, discutez avec l'employé de ce que vous pouvez faire pour l'aider à aller mieux. Et à ce moment-là, faites équipe ensemble pour trouver des solutions réalistes. Vous pouvez aussi donc lui proposer de l'accompagner dans ses démarches, l'inviter à parler à quelqu'un en qui il a confiance, consulter son médecin, un psychologue. Donc, si c'est aussi opportun, vous pourriez discuter des ajustements possibles dans son travail, ajustements qui peuvent être temporaires ou permanents. Donc, dans cette démarche, vous n'avez pas à vous improviser psychologue. Votre rôle consiste plutôt à écouter la personne, la soutenir dans sa recherche de solutions, puis l'encourager à faire appel à une ressource d'aide aux besoins. Dans tous les cas, gardez le contact avec votre employé. Demandez-lui la permission de reprendre de ses nouvelles prochainement pour voir comment il va. Et dans cette démarche de soutien, pensez également à vous, à prendre soin de vous, puis n'hésitez pas à vous faire accompagner aux besoins. Donc, il ne faut pas perdre de vue que votre intervention de soutien auprès de votre employé doit s'accompagner d'actions organisationnelles lorsque vous avez identifié qu'il y a des sources de stress dans le travail qui nuisent à sa santé psychologique. Donc, à ce moment-là, vous devez aussi agir sur les sources de stress au travail. Maintenant, je vais passer la parole à Audrey-Anne. Donc, qu'en est-il maintenant de votre santé psychologique? On vient de le voir, à titre de gestionnaire, vous avez un rôle important pour favoriser le bien-être des membres de votre équipe de travail. Par contre, comme vous pouvez le voir à l'écran, votre propre santé psychologique est déterminante afin que vous puissiez adopter des pratiques favorables à la santé psychologique des membres de votre équipe. Pour cette raison, en amont, c'est important que l'organisation prenne soin de vous également, qu'elle cherche à comprendre quels sont vos besoins et qu'elle vous fournisse les outils, les ressources nécessaires afin que vous puissiez adopter ces pratiques. Elle doit aussi reconnaître que votre réalité de travail a changé avec la pandémie. À titre d'exemple, plusieurs ont vu leur charge de travail être augmentée, que ce soit en raison de la mise en place des mesures sanitaires, la réorganisation du travail, la gestion des cas et des contacts. On sait aussi que certaines personnes sont plus anxieuses en lien avec la COVID. Peut-être avez-vous eu à gérer ces réactions chez un membre ou plusieurs de votre équipe de travail ou à gérer des conflits entre collègues qui n'avaient pas la même perception du risque. Assurément, vous avez eu à gérer votre propre stress, étant donné que vous êtes humain et exposé, comme tout le monde, à la pandémie et ses conséquences. C'est donc important que l'organisation soit bienveillante à votre égard. Concrètement, l'organisation doit soutenir ses gestionnaires en leur offrant les ressources et le temps nécessaires pour exercer ce rôle, c'est-à-dire de limiter les comités, de vous reconnaître aussi dans ce rôle. Une autre bonne pratique est de vous offrir de l'information et de la formation, que ce soit par exemple là, pour bien gérer une équipe à distance. Vous le savez aussi, la pandémie vous a amené à communiquer beaucoup d'informations, chose que vous aurez encore à faire. C'est donc important que l'organisation veille à mettre des mécanismes de circulation de l'information qui soient efficaces afin que vous ayez l'information rapidement, parce que c'est vous qui vous faites poser essentiellement les questions sur le terrain. Également, l'organisation devrait voir à être attentive pour connaître quels sont vos besoins et votre vécu. Donc, au travers de tout ça, je vous dirais, puis je vais conclure avec ça, c'est important comme gestionnaire de prendre soin de vous. À l'APSAM, on a également développé une page web qui regorge de bonnes stratégies là, avec la page web qu'on a élaborée justement avec Mélissa qui nous donne de précieux conseils pour prendre soin de soi. Donc, encore une fois, je vous invite à la consulter et le lien va vous être transmis dans le question-réponse. Donc, à l'écran, vous allez voir aussi les références qu'on a utilisées pour élaborer ce webinaire. Il y a 2 fiches de l'INSPQ qui sont fort pertinentes et également la page web Risques psychosociaux du travail. Et nous avons également utilisé beaucoup d'informations qui se retrouvent déjà sur nos différentes pages web à l'APSAM. Donc, ceci conclut notre présentation. On va prendre, Mélissa et moi, des questions pour les 3-4 prochaines minutes et ensuite, nous pourrons conclure. Donc, Christine, est-ce que nous avons reçu des questions?
Oui, merci d'abord Mélissa et Audrey-Anne pour la présentation. En fait, la première question s'adresserait davantage à Mélissa. Participant demande comment intervenir auprès d'un employé qui est anxieux par rapport à la COVID. Oui, alors c'est une bonne question. En fait, je pense que la première chose à faire, ça va être d'écouter les préoccupations de notre employé, à savoir, bon, il est anxieux à propos de la COVID, mais c'est quoi les besoins qu'il est en train de nous exprimer? Comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins? Donc là, on pourrait justement, si le besoin, c'est que le travail, par exemple, soit plus sécuritaire, ben, on pourrait lui donner, par exemple, soit le soutien informationnel. On pourrait communiquer à cet employé quelles sont les mesures sanitaires qui ont été mises en place dans le milieu. Ou peut-être qu'on voudrait à ce moment-là aussi offrir un soutien plus opérationnel et donc faire des ajustements nécessaires au travail pour diminuer l'anxiété de cet employé-là. Puis après ça, ben, je pense qu'il faudrait réévaluer si les solutions qu'on trouve ensemble avec cet employé sont satisfaisantes pour lui pour faire diminuer son anxiété. Mais donc, écouter la personne nous parler de ce qu'elle a besoin, en fait. Parfait. Merci, Mélissa. La deuxième question s'adresserait davantage à Audrey-Anne. Donc, le webinaire a principalement présenté le rôle des gestionnaires relativement aux risques psychosociaux, au RPS. Est-ce que les employés ont aussi une influence, dans le fond, sur ces RPS? Oui, effectivement, vous avez des très bonnes questions. En fait, les employés peuvent avoir une influence là, sur l'ensemble des facteurs psychosociaux que je vous ai présentés. D'abord, les employés peuvent eux-mêmes mettre des pratiques de travail qui vont être favorables, que ce soit au niveau du soutien, de la reconnaissance, de la charge. Je vous donne quelques exemples. Un employé pourrait, lors d'une rencontre, là, reconnaître les efforts qu'un collègue a mis dans un dossier, ou il pourrait transmettre de l'information à son gestionnaire afin que celui-ci là, puisse bien mener à terme un dossier. Là. Donc, les employés peuvent d'abord adopter des pratiques qui vont être favorables au bien-être de leurs collègues, mais également au bien-être de leur gestionnaire. Je vous dirais qu'un autre élément important par rapport à ça, c'est que si un employé a des préoccupations ou se sent impacté par un facteur de risque dans le cadre de son travail, c'est important que minimalement, il communique à son gestionnaire et qu'il, idéalement, participe à la recherche de solutions. Donc, si je me sens surchargée, c'est important que j'en informe mon gestionnaire pour qu'il puisse d'abord le savoir et que je regarde avec lui, là, en ayant fait une certaine analyse là, de ma surcharge, quelle solution, quelles mesures pourraient être mises en place là, pour alléger ma charge de travail. Est-ce que c'est de déléguer des tâches, de reporter certains dossiers? Donc, c'est sûr que ça, c'est important de le communiquer quand on sent qu'on a des stresseurs, des facteurs de risque là, dans notre travail. Tu sais, en fait, la prévention des risques psychosociaux, c'est comme tout dossier en SST, là, c'est une responsabilité qui doit être partagée, comme on le voyait notamment par l'effet domino que je vous ai présenté. Parfait, merci. Je vais devoir passer la parole à Denise pour le mot de fermeture parce qu'on a déjà dépassé de quelques minutes. Donc, à toi, Denise. Oui, alors, ceci termine notre présentation. Et par le fait même, notre série de webinaires portant sur la santé psychologique en temps de pandémie. Vous avez été très nombreux à assister à chacun de ces 3 événements et les commentaires reçus nous démontrent toute votre appréciation. Merci d'avoir été présents à ces rendez-vous et d'avoir contribué à leur succès. Je profite de l'occasion pour vous inviter à la rediffusion de notre webinaire pour des relations harmonieuses avec la clientèle, même en période de pandémie, laquelle aura lieu le 23 février. Ce webinaire propose des stratégies de communication pour agir efficacement face aux situations de tension ou d'agressivité avec les citoyens, contribuant ainsi à préserver la sécurité, mais également la santé psychologique du personnel. Enfin, je vous rappelle que l'APSAM a développé un dossier complet pour vous soutenir dans la mise en œuvre des mesures de prévention de la COVID-19. Visitez notre site Web régulièrement. Nos pages de ce dossier sont continuellement mises à jour. Merci beaucoup et bonne journée.